Quels sont les 11 meilleurs ETF à avoir dans un PEA? Dans cette vidéo, on va faire le point ensemble en comparant les ETF qui sont régulièrement recommandés sur YouTube et je vais vous partager mon ressenti, mon point de vue personnel, mais aussi essayer de rester objectif en comparant des critères simples. J'ai pris le temps de compiler toutes les données sur un tableur pour ensuite faire des visuels sympas. Alors si ce format vous plaît, s'il vous plaît, signalez-le moi avec un pouce bleu pour que je sache si je dois continuer ou pas ce genre de format. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier, c'est simplement mon point de vue personnel et mon retour d'expérience que je partage avec vous, à chacun de vous de faire vos propres recherches avant d'investir. Mais avant ça, un mot du sponsor de la vidéo, car cette vidéo est possible grâce à notre partenaire d'aujourd'hui, Sumeria. Sumeria, c'est une application qui propose des services bancaires en ligne et elle a été lancée par les créateurs de Lydia en 2024. L'ouverture d'un compte est conçue pour être simple et rapide, pas besoin de rendez-vous ni de paperasse. Vous installez l'application, vous entrez vos informations, vous passez la vérification d'identité et votre compte est actif en seulement quelques minutes. Vous recevrez ensuite un RIB français et une carte Visa gratuite si vous optez pour la carte basique et vous pouvez utiliser cette carte immédiatement pour vos paiements. Il y a d'ailleurs une variété de cartes Visa disponibles pour répondre aux besoins de chacun. Et il y a plusieurs points qui rendent l'application intéressante. Premièrement, le compte courant est rémunéré, ce qui est loin d'être le cas partout. Vous touchez 4% d'intérêt brut pendant 3 mois, puis 2% par la suite. Le deuxième avantage, vous avez 0 frais quand vous payez à l'étranger, que ce soit pour un voyage, un séjour Erasmus, un déplacement pro ou tout simplement des achats en ligne sur les sites internationaux. Vous pouvez payer directement dans la devise locale, sans commission ni mauvaise surprise. C'est un vrai plus pour celles et ceux qui voyagent souvent ou qui commandent beaucoup à l'étranger. Et enfin, troisième avantage, vous aurez la possibilité de créer des cartes virtuelles à usage unique. Ça vous permet de payer en ligne de manière sécurisée sans jamais exposer les coordonnées de votre carte principale. Et en ce moment, il y a une offre de bienvenue avec 20 € offerts pour une durée limitée. Pour en profiter, c'est simple. Téléchargez l'application via le lien en description, ouvrez votre compte, créez une carte virtuelle ou physique, puis faites un achat d'au moins 5 € dans les 7 jours. Les 20 € seront ensuite crédités sur votre compte. Donc si vous êtes intéressé, ça vaut le coup d'y jeter un œil, ne serait-ce que pour profiter de l'offre de bienvenue. Encore merci à Sumeria d'être le partenaire de la vidéo, et on enchaîne sur le premier ETF. Celui que je vois le plus souvent recommandé dans ce genre de vidéo, c'est l'ETF CAC 40. C'est un ETF qui réplique la performance de l'indice français de référence, c'est-à-dire le CAC 40. En une seule fois, vous achetez les 40 plus grosses entreprises françaises cotées à la Bourse de Paris, donc Total Energy, LVMH, Sanofi, BNP Paribas, etc. Depuis 2015, l'ETF CAC 40 affiche une performance d'environ 155%. Donc clairement, si vous aviez investi dessus ces dernières années, vous auriez eu un rendement intéressant. Sur le papier, ça donne envie, mais c'est un ETF pour lequel je suis pas convaincu. Parce que investir dans le CAC 40, ça paraît séduisant, c'est simple, accessible et ça donne l'impression d'investir chez soi, et c'est justement là que ça coince. Parce qu'il existe un biais naturel chez les investisseurs, on a tendance à vouloir investir d'abord dans son marché domestique, les Français sur le CAC 40, les Américains sur le S&P 500, les Canadiens, les Australiens, les Japonais. Chacun surpondère son propre pays, même si le poids du pays réel dans l'économie mondiale est faible. Et ce biais domestique, pour moi, c'est un vrai problème parce que déjà, vous réduisez fortement votre diversification, vous augmentez la volatilité de votre portefeuille et le risque, et vous vous exposez finalement à seulement 40 entreprises dans quelques secteurs dominants. Alors oui, on peut avoir des bonnes raisons de surpondérer légèrement son marché national, notamment pour des questions fiscales, mais en faire le cœur de son portefeuille long terme, c'est à mes yeux une erreur classique. Pour ceux qui sont quand même intéressés par le CAC 40 spécifiquement, l'ETF que j'ai retenu, c'est l'ETF Amundi CAC 40 avec le ticker CACC, qui est un ETF avec méthode de distribution capitalisation, c'est-à-dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis. Tous les ETF que je montre dans cette vidéo ont une méthode de redistribution capitalisation, parce que c'est fiscalement le plus avantageux. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de cet ETF particulièrement, parce que justement, plutôt que de vous limiter à 40 entreprises françaises, vous pourriez, selon moi, élargir votre vision à toute l'Europe. Il existe d'ailleurs une multitude d'ETF qui sont centrés pas que sur la France, mais sur l'Europe entière, ce qui est logique puisque le PEA favorise justement fiscalement les investissements dans les sociétés européennes. Et pour les ETF qui sont européens, pour ma simulation, j'en ai justement retenu 2. Le Stoxx 600 Europe, qui regroupe les 600 plus grandes entreprises européennes, et l'Eurostoxx 50, qui se concentre uniquement sur les 50 plus grandes capitalisations de la zone euro. Et sur ma simulation, on peut voir que depuis 2015, l'Eurostoxx 50 a gagné environ plus 139% et le Stoxx Europe 600 environ 117%. C'est moins que le CAC 40, mais vous avez une bien meilleure diversification. Et si on fait un petit zoom technique, on peut voir que le Stoxx Europe 600 est proposé en réplication synthétique,
Donc en clair, l'ETF n'achète pas directement toutes les 600 actions en dessous, il passe par des contrats de swap avec une banque partenaire. Pour vous et pour moi, pour les investisseurs lambda que nous sommes, à mes yeux, ça ne change pas grand-chose, mais je mets à l'écran le détail pour ceux que ça intéresse, entre les différents types de réplication. La taille du fonds pour l'Europe 100 est de 1 milliard d'euros, ce qui est aussi très élevé et ce qui assure du coup une bonne liquidité. Et si on va dans le fact sheet de cet ETF en particulier, on peut voir ici les pays dans lesquels vous investissez. Donc à 34% vous êtes en Allemagne, 34% en France, et le reste c'est donc Italie, zone euro, Belgique. Par secteur, vous avez la liste ici. Et globalement, voilà, je vous mets à l'écran le tableau des ETF. Pour le code couleur, donc j'ai mis en vert les ETF qui, à mes yeux, me semblent intéressants. En jaune, ceux qui sont moins intéressants. Et en rouge, ceux qui sont encore moins intéressants. Et si on sort de l'Europe, il y a évidemment un autre grand pôle d'investissement incontournable, qui est les États-Unis. C'est simple. Quand on regarde la bourse mondiale, les entreprises américaines dominent largement. Et pour investir dessus, j'ai retenu 4 ETF. Le premier, le plus connu, le S&P 500. Le Russell 2000, qui sont les small caps américaines, le Nasdaq 100, qui représente majoritairement la tech américaine, et le Nasdaq x2, qui est un ETF à effet de levier. Les deux derniers, je vais vous montrer leur performance à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Et on commence avec les deux premiers. Le premier de la liste, le S&P 500, c'est l'indice star aux États-Unis, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, avec Apple, Microsoft, Amazon, Google, Berkshire Hathaway. Bref, il y a tous les mastodontes de la tech et de l'économie américaine. Et donc, depuis 2015, l'ETF affiche une performance impressionnante de 285%, parce qu'il concentre les entreprises les plus puissantes et innovantes du monde. La tech pèse énormément dans l'indice, et ça a clairement boosté la performance ces dernières années. Mais attention, le revers de la médaille, c'est que vous êtes très exposé à quelques secteurs, et en particulier la tech. Mais globalement, pour s'exposer aux États-Unis, c'est à mes yeux un des meilleurs choix possibles. Les fonds de ces ETF, que ce soit celui de Amundi ou de BNP Paribas, sont très élevés, de 700 millions d'euros. Ces deux ETF sont capitalisants, avec des frais très raisonnables. Et je vous affiche à l'écran, du coup, les ETF avec leur ISIN et leur ticker pour que vous puissiez à chaque fois regarder sur le site Just ETF, où vous avez donc le détail. Et vous avez du coup aussi le deuxième indice phare aux États-Unis, qui est le Russell 2000. Ici, on change complètement de profil, parce que le Russell 2000, ce sont les 2000 plus petites capitalisations américaines. Donc, il n'y a pas des géants comme Apple ou Tesla, mais c'est des entreprises plus modestes, plus locales, souvent moins connues. Et depuis 2015, la performance est bien plus modeste, environ 132%. Ça reste positif, mais on voit la différence avec le S&P 500. Alors, pourquoi cet écart? Déjà, parce que les small caps sont beaucoup plus volatiles. Elles profitent à fond quand l'économie est en pleine croissance, mais elles souffrent vite en cas de ralentissement ou de hausse des taux d'intérêt. Et ensuite, parce qu'elles ont moins de poids sur la scène mondiale, moins d'exportation, moins de marge de manœuvre. Le Russell 2000, c'est un peu l'ETF Paris. Si vous croyez à la reprise forte de l'économie américaine et que vous cherchez de la diversification en dehors des géants de la tech, ça peut être intéressant. Mais clairement, c'est plus risqué et ça n'a pas le même rendement que le S&P 500 sur une longue période. Et à titre personnel, c'est un ETF sur lequel je n'investis pas. La taille du fonds, encore une fois, est très élevée. On a plus de 800 millions d'euros. Les frais sont assez bas. J'ai fait exprès de sélectionner quand même des ETF qui ont des frais assez bas, donc ça sera le cas de tous les ETF que je présente ici. Et si par curiosité, on regarde les secteurs qui sont dans l'indice, donc on a beaucoup de finance, industrie, santé. Et pour les entreprises, vous voyez, c'est beaucoup plus diversifié que pour le S&P 500. Chaque entreprise représente moins de 1%. On a des entreprises dont on connaît probablement pas le nom. Voilà, donc c'est un ETF qui est très diversifié, peut-être trop diversifié. Et justement, en parlant de diversification, on peut aussi regarder en dehors des États-Unis du côté des marchés émergents. Ici, on sort complètement du cadre Europe-États-Unis pour aller chercher des opportunités en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Afrique. Et c'est ce que propose l'ETF d'Amundi avec le ticker PLEM. C'est celui que j'ai pris pour ma simulation parce que c'est le seul qui existe depuis avant 2015 et toutes mes simulations commencent à 2015. Il me fallait un exemple d'un ETF qui commence avant ça. Mais si vous voulez investir sur les marchés émergents, il existe des ETF plus récents qui ont un fonds plus élevé. Donc, on peut voir la pondération de chaque pays. Donc, on a l'Afrique du Sud à 30%, l'Arabie Saoudite à 25%, les Émirats Arabes Unis à 13% et ensuite Pologne, Grèce, Qatar. L'intérêt, c'est évident, ça permet de se diversifier sur des régions qui sont souvent totalement absentes des portefeuilles classiques. Vous captez la croissance potentielle de marchés émergents hors Asie, sur cet ETF en tout cas, et avec des profils parfois très différents. Mais attention, ça reste un ETF à très haut risque,
parce que ces marchés sont beaucoup plus instables et volatiles que l'Asie ou les US. Les devises locales peuvent impacter fortement la performance. Et bien sûr, il y a des risques politiques et géopolitiques qui sont très importants pour ces régions du monde. Ça se voit d'ailleurs clairement sur la performance historique de cet ETF qui se classe tout en bas avec à peine 74% de rendement depuis 2015. Et à titre personnel, je vois cet ETF comme une petite touche exotique dans un portefeuille, mais c'est clairement pas un pilier central. C'est un outil de diversification. C'est pas quelque chose que je mettrais en cœur d'allocation. Voilà, on a parlé de l'Europe, des États-Unis, des marchés émergents. Mais il existe une autre approche beaucoup plus simple pour ceux qui veulent éviter de se casser la tête, c'est d'investir directement dans le monde entier. Je parle évidemment de l'indice phare, de l'ETF Monde. C'est l'ETF où j'ai à titre personnel l'immense majorité de mes investissements. C'est un ETF qui regroupe plus de 1500 entreprises dans 23 pays développés. Il en existe plusieurs. Là, dans mon exemple, j'ai pris le plus vieux qui est celui de Amundi, le CW8. Et avec un seul ETF, vous avez une exposition mondiale très large. C'est simple, efficace et ça colle parfaitement avec un investissement long terme. Les frais sont parmi les plus bas. L'encours est massif, la liquidité est excellente et les écarts de suivi sont très réduits donc. Évidemment, ça reste concentré sur les pays développés avec une très grosse part d'entreprises américaines. Et depuis 2015, l'ETF a fait 207%. En grande partie grâce aux États-Unis. L'avantage, il est évident. Vous avez une diversification maximale. Vous investissez sur les plus grandes entreprises de toutes les grandes économies développées. Et surtout, vous n'avez pas besoin de choisir. Pas de questions à se poser entre le CAC 40, le S&P 500 ou le Stoxx 600 européen. Tout est dedans. Évidemment, il y a aussi un revers. C'est un ETF qui est très américain. Donc, vous êtes encore très exposé à la tech américaine. Et il ne couvre pas les pays émergents. Donc, pas de Chine, pas d'Inde, pas de Brésil. Mais pour la majorité des investisseurs, c'est un excellent ETF. C'est simple, efficace et robuste pour du long terme. Et l'ETF Monde existe aussi dans d'autres formats, le WPEA, le DCAM. C'est des ETF qui sont plus récents, qui sont très similaires avec ce que propose le CW8, mais qui coûtent beaucoup moins cher à acheter en part unitaire. Donc si vous avez un budget plus réduit et que vous ne pouvez pas mettre forcément 480 €, qui est le prix que coûte le CW8 en ce moment, vous voulez investir dans un ETF Monde, un de ces 3 ETF fera largement l'affaire à mes yeux. Un autre ETF qui revient souvent dans les vidéos comparaison, c'est de se positionner spécifiquement sur un marché émergent. Par exemple, sur l'Inde. On va prendre ici l'ETF d'Amundi, le MSCI India. Et l'Inde, ça fait rêver beaucoup d'investisseurs parce que ça a une croissance économique qui reste parmi les plus fortes au monde, une population énorme et de plus en plus consommatrice, et une industrie technologique et de services en plein boom. Mais là aussi, mon avis est mitigé. Pourquoi ? Parce que miser sur l'Inde, c'est aussi prendre un gros pari. C'est un marché qui reste très volatile. La réglementation là-bas peut être très imprévisible et l'économie, même dynamique, reste très dépendante de facteurs extérieurs. Sur les 10 dernières années, l'ETF sur l'Inde tombe à 96%, en bas du classement. L'ETF n'a pas une grosse taille de fonds, on est à 100 millions en plus de 10 ans, avec des frais assez élevés. Il apparaît dans plusieurs comparaisons, donc je l'ai mis ici pour que ce soit visuel, mais je le mets en rouge dans mon tableau pour toutes ces raisons. J'ai pris cet exemple pour l'Inde, mais c'est valable pour tous les ETF qui se focalisent sur un pays émergent en particulier. Que ce soit la Chine, le Brésil, j'aurai le même avis. Et à titre perso, je n'y mettrai pas d'argent. Et il existe aussi d'autres types d'ETF qui sont pas focalisés sur des régions du monde, mais qui sont focalisés sur des secteurs, des ETF sectoriels. Parce que là aussi, on a un peu le même problème. On se dit, tiens, je vais investir dans un seul secteur d'avenir. Ça peut sembler logique, mais en pratique, ça reste risqué. Et l'exemple que j'ai pris, c'est l'ETF qui revient aussi très souvent en ligne sur YouTube. C'est un ETF qui est focalisé dans le secteur de l'eau. C'est probablement l'ETF sectoriel le plus mis en avant. Et je comprends pourquoi, parce que c'est un secteur qui répond aux enjeux mondiaux majeurs à venir. Et en 10 ans, cet ETF a affiché une performance très bonne, très correcte, de 177%. Mais là encore, j'ai aussi un avis mitigé là-dessus. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous restez ultra concentré sur un seul thème. La performance passée peut être trompeuse si le secteur ralentit, et surtout, investir dans un secteur en particulier, c'est toujours un pari, et ça réduit votre diversification. Et à titre personnel, je suis pas investi dans un seul secteur particulier, même si certains secteurs comme l'eau sont souvent vendus comme les secteurs avec le plus d'avenir. Pour moi, ça reste intéressant à suivre, mais c'est pas à mettre au cœur d'un portefeuille long terme, ou en tout cas, à titre personnel, c'est pas ce que moi je fais. Encore une fois, avec un simple ETF Monde, très gros, très liquide et avec très peu de frais, vous couvrez déjà finalement tous les secteurs de manière automatique. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a un secteur en particulier qui fait exception, qui a en tout cas explosé ces 10 dernières années et qui continue de faire énormément parler de lui. Aujourd'hui avec l'IA, je parle évidemment du secteur de la tech américaine. J'en ai parlé juste avant quand je parlais des États-Unis.
Vous avez le Nasdaq 100 qui regroupe les 100 plus grandes entreprises non financières cotées au Nasdaq. Donc tout ce qui est Big Tech, tout ce qui est Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Google. Et vous avez le Nasdaq x2 qui est un ETF à effet de levier qui vient doubler la performance au jour le jour de l'indice, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et là, les chiffres sont tout simplement spectaculaires. Vous avez le Nasdaq 100 qui a affiché un rendement de 502% en 10 ans et le Nasdaq x2 qui a carrément explosé avec 1449% de rendement depuis 2015. C'est pour ça que je les ai pas mis à l'écran un peu plus tôt parce que ça vient écraser la performance de tous les autres ETF. C'est de loin les plus grosses performances de mon tableau. Et forcément, quand on voit ces performances, ça fait rêver. Mais il faut prendre un peu de recul. Le Nasdaq 100, c'est un indice ultra concentré sur la tech américaine. Ça a cartonné ces 10 dernières années grâce à l'explosion d'Apple, de Nvidia récemment. Mais ça veut aussi dire que vous êtes très dépendant d'un tout petit groupe de sociétés. Si la tech se retourne, le Nasdaq plonge. Donc oui, c'est une machine à performance, mais c'est aussi une machine à volatilité. Et alors si on parle du Nasdaq 2, c'est encore autre chose, c'est un produit à effet de levier, donc ça double la performance quotidienne du Nasdaq. Résultat, quand ça monte, ça explose, mais quand ça baisse, ça fait très mal. C'est un produit beaucoup plus spéculatif, on le voit bien sur le graphique avec des baisses parfois de 50%. Mais mon avis perso, c'est que avec un ETF Monde ou même avec un ETF S&P 500, vous avez déjà une grosse exposition à la tech américaine. Donc rajouter du Nasdaq ou même du Nasdaq x2 par-dessus, c'est surpondérer un secteur qui est déjà dominant dans votre portefeuille. Donc à vous de voir si vous voulez vraiment booster votre portefeuille en prenant plus de risques. Bon, si je résume, on a le CAC 40 et les indices domestiques, c'est simple mais c'est très concentré. L'Europe avec le Stoxx 600 ou le Stoxx 50, c'est plus large mais ça reste limité. Le S&P 500 qui a dominé la dernière décennie avec des performances impressionnantes. Le Russell 2000 et les ETF pays émergents, comme l'Inde, ce sont des pistes intéressantes mais beaucoup plus volatiles. Les ETF sectoriels comme l'eau, qui sont souvent présentés comme les secteurs d'avenir mais qui restent très spécifiques et concentrés. Et le Nasdaq, que ce soit en simple ou en x2, qui est très exposé à la tech américaine. Et au final, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'un ETF monde, ça donne déjà une couverture large, simple et efficace, sans avoir besoin d'aller dans trop de détails. Je rappelle évidemment que tout ce que je présente ici, ce n'est pas un conseil en investissement, mais simplement une analyse basée sur des performances passées et ma propre expérience. À vous de vous renseigner et de décider en fonction de votre situation et de vos objectifs. Mais j'espère avoir pu apporter un petit peu plus de visibilité sur ces différents ETF qui sont souvent présentés sur YouTube. Dites-moi en commentaire lequel de ces ETF vous connaissez, lequel vous voulez regarder de plus près, et si vous préférez rester large avec un ETF monde ou vous concentrez plus sur les US avec le S&P 500 ou le Nasdaq. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Et voilà, cette vidéo est un nouveau format que j'essaie de faire avec un montage un peu plus simple, mais un peu plus visuel aussi. Si ce format de vidéo de comparaison vous plaît, s'il vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Abonnez-vous et mettez un petit like, ça aide énormément la chaîne. Merci encore à notre sponsor d'aujourd'hui, Sumeria. Allez regarder leur offre en description. Et moi, je vous dis à la prochaine.